Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Digital Rehab. Comment tu vas Hugo ? Bah écoute, ça va très bien et toi-même Jérôme, comment tu vas ? Super, un petit peu déçu que Robin soit pas là. Effectivement, j'allais en parler. Mais c'est pas grave, on va vite l'oublier. De par notre invité spécial, invité que nous ne nous avons pas encore teasé. Comment vas-tu Charles ? Super, et vous ? Merci de me recevoir déjà. Merci à toi de nous avoir accepté. C'est super gentil de ta part, on va super bien. Hugo ? Tout va toujours très bien. Je pense que tout le monde va bien aujourd'hui, donc on est tous de bonne humeur. Du coup, Charles Pied de Bœuf, pour ceux qui ne peuvent pas deviner, vu qu'on n'a absolument rien dit pour l'instant, vous pouvez vous demander, mais qui est Charles Pied de Bœuf ? Qui est Charles ? Alors Charles, c'est quelqu'un que je vais qualifier de serial entrepreneur. C'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard il y a quelques jours de cela. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait quand même trop bien de le recevoir parce que c'est vraiment un profil qui correspond clairement à notre auditoire. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que Charles pour parler de lui-même. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, parfait, avec plaisir. Donc moi, c'est Charles Piedboeuf, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je fais partie des gens qui vont bientôt être touchés par la trentaine. Aïe, aïe, aïe. Ça fait pas très mal, je te rassure. Non, on l'attend avec impatience. Ça sera l'année de la sérénité. Moi, aujourd'hui, tu me qualifies comme serial entrepreneur. Ok, c'est intéressant. À 30 ans, vu ce que j'ai pu voir comme création d'entreprise, ouais, on n'est pas loin de lasser. Après, c'est une question de... C'est une question de vision. Exactement. Et ben écoute, c'est un super compliment, merci déjà ça. Je sais pas comment je peux me qualifier. En tout cas, on peut se considérer comme créateur, ouais, créateur d'entreprise, plus que serial entrepreneur. Moi, je vois beaucoup serial entrepreneur toujours avec des très grosses réussites. C'est peut-être aussi ça. Okay. Et après, on pourra déterminer ce qu'est une réussite. Ouais, c'est une question d'échelle après, ouais. Donc moi, généralement, ce que j'aime faire, c'est basiquement, créateur d'entreprise, c'est plus détecter des problèmes et essayer de les régler via une entité qui serait une entreprise, qui pourrait être une association, des choses comme ça, peu importe. Tu découvres une problématique et c'est suite à cette découverte que tu penses à la création d'une boîte qui pourrait répondre à cela. Ouais, okay. Généralement, c'est là, si on veut parler de Niri, par exemple, qui est la boîte sur laquelle je communique le plus, en tout cas sur laquelle les gens me reconnaissent ou me connaissent. Donc Niri, c'est une marketplace, donc c'est un site internet qui met en relation des consommateurs avec des producteurs de la région. Donc c'est la boîte sur laquelle je communique le plus et c'est celle-ci sur laquelle j'ai découvert un problème qui était comment on fait. Donc c'était à l'époque du Covid, premier confinement. Je vous rappelle, il y en avait deux, les gars. Que deux ? Ouais. Il me semble qu'il y en a eu plus, non. qu'il y avait des histoires. C'est non, vrai ? que deux. Il me semble ça m'a semblé sans fin, mais ouais. Clairement. Donc au tout premier, au tout début, quand il faisait beau, là. Ouais, voilà, exactement. C'était le Covid où il faisait beau. Et là, on sort de là et on se rend compte que les gens ont une vraie problématique, c'est qu'ils ont envie de s'alimenter d'une nouvelle façon. Enfin, pas d'une nouvelle, d'une ancienne façon, sincèrement. Ils veulent plus rentrer dans les grandes dans les grands groupes de grande distribution. Ils veulent essayer d'aller trouver des petits producteurs, etc. Et nous, on ressort d'une aventure qui s'appelait Fetch. Je dis on parce que je me suis associé avec mon ancien boss qui était Lou Chardin. Et du coup, on fait le constat il faut qu'on trouve une solution pour que les gens arrivent à se faire livrer au moins dans un premier temps des paniers de fruits et légumes des maraîchers de la région. On avait commencé par là. Oui, je pense qu'il y a déjà cette notion de temps que pas mal de personnes ont pu retrouver en se disant écoute, voilà, je dispose de temps. Ouais. Qu'est-ce que je vais en faire ? Quelle est la manière la plus pertinente que je vais avoir d'exploiter ce temps-là ? Peut-être de m'alimenter plus sainement. Donc avec un retour aux fondamentaux. On laisse un petit peu l'industriel, on commence à repenser popote, etc. Et effectivement, c'était la meilleure période pour lancer ce projet-là. Il y avait tellement de choses à faire pendant cette période-là. Moi, je pensais que j'allais être musclé déjà, les gars. Je me suis dit, en sortant des 3 mois-là, on va faire des pompes et je serai stock pour sortir. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah, bon. Non. Mais dans l'idée, ouais, tout le monde avait du temps à accorder. Donc nous, on avait déjà monté une structure, on avait déjà
Pour rappel, en fait, nous, quand on a commencé Niri, on a fait un post sur Facebook, ça a commencé de là, qu'on a push. Et l'idée, c'était qu'on allait offrir des paniers de fruits et légumes. C'était pour tester le marché. Généralement, dans les boîtes dans lesquelles on évolue, on commence toujours par ça, tester le marché avant quoi que ce soit. Là, on se rend compte qu'il y a des retours qui sont intéressants. On récolte, je crois à l'époque, c'était 1500 mails en quelques semaines. Ok. Bon, après, encore une fois, c'est le Covid. Tu refais ça maintenant ou avant, c'est pas la même chose. Covid, les gens étaient facilement touchables. Et on sort de là et on se rend compte qu'on a une base de données, des gens qui sont intéressés. Donc, je crois 15 jours après, on se met à livrer les premiers paniers de fruits et légumes. Mais ton approche, elle était B2B quand tu me parles de ces adresses. C'était des boîtes? Bah non, je suis con, Non, parce que les boîtes étaient fermées forcément Ouais. avec le Covid. Nous, c'était particulier. On se disait, on livre à domicile. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on faisait déjà avec Fetch. Donc, on a récupéré même le branding. Tu sais, la couleur, la typologie de couleur est la même. Alors, je vais me permettre de creuser un petit peu ce que tu parles de Niri, qui est ta boîte la plus actuelle, on va dire. Mais tu as quand même un petit historique. Ce serait pas mal que tu nous amènes cet historique. Okay. Pour moi, j'ai Fetch. J'ai effectivement ce que tu as pu faire en déclinaison peut-être vosgienne, si c'est exactement la même chose avec mon panier garni. Tu as aussi monté un truc de développement commercial avec Unbees. Tu as travaillé chez Fetch. C'est là que tu as rencontré Lou Chardin, qui fait aussi pas mal de choses. Je pense à Tilt notamment. Et c'est avec lui que tu as monté du coup Niri. Tu as déjà amorcé Niri, ce qui est ton actu chaude, entre guillemets. Mais est-ce que tu pourrais amener un peu de... Comment dit-on, contexte, matière par rapport à cette timeline, à cette courbe d'évolution? Qu'est-ce qui t'a amené à passer de boîte en boîte, en fait? Généralement, c'est grossièrement des rencontres. Niri, on rencontre des producteurs. On arrive à la fin d'année. On se rend compte qu'ils sont tous focus sur un truc, ça s'appelle les paniers garnis de fin d'année. Ils se disent, c'est là où on fait... on a un très bon exemple, là, on sort de Noël. Des boîtes à Strasbourg, elles font 80% de leur chiffre d'affaires rien que sur ça. Donc, si elles loupent ces sujets-là, l'année devient compliquée, et là, ils vont taper dans notre réseau pendant tout le reste. Les marchés de Noël, il y en a plein. S'ils loupent le marché de Noël ou qu'ils n'ont pas le lieu approprié, il y a plein de reportages qui sont tombés là-dessus, ça va être très compliqué pour l'année d'après. Donc, moi, je rencontre une personne qui me dit, mais nous, on travaille avec des grosses boîtes Nestlé Waters qui sont sur Vitel, des boîtes du Luxembourg, c'est des boîtes où il y a 800, 1000, 1500 personnes. Et elles nous disent, on se focus là-dessus parce que c'est là où on fait du gros chiffre, on sort les volumes. Et du coup, moi, je pose un peu le sujet, je me dis, putain, c'est quand même intéressant que on n'arrive pas à travailler ce sujet-là pour même des plus petites et des plus grosses boîtes. Donc, c'est un peu une problématique, on se dit, comment on fait pour que des plus petits producteurs encore soient impactés par ces sujets-là? Donc, c'est basé de ça. Et je me dis, OK, alors, on va construire une sorte de catalogue. On va les présenter à des boîtes parce qu'on en a dans notre portefeuille depuis un certain moment quand même, avec les boîtes avec lesquelles on évolue. Et puis même, on connaît forcément des gens autour de nous. Et du coup, on propose ça. Et la première boîte qui me fait confiance, c'est au Luxembourg. C'était Luxley. Luxley. Donc, les végétales, je crois, des choses comme ça. Pareil, je monte un site. Je fais une page Facebook. Je push un peu une pub pour dire qu'on fait ça. Et ça tombe sur Messenger. Un lead Messenger. Je sais pas si oui, dans tes campagnes sur Meta Ads, tu peux intégrer le DM pour... tu vois, mais je sais pas si ça existe encore, travailler un peu comme ça. Enfin, c'est pas que ça existe encore, c'est que... En phase de découverte... en B2B. En B2B, ouais, de surcroît. C'est atypique. Mais bon, c'est de la chance. Ça fonctionne. Voilà, c'est de la chance. On tombe sur un truc comme ça et c'est 600 paniers, grossièrement à 40 €, un truc comme ça. Donc, premier lead, intéressant. Et je me dis, OK, là, on va pouvoir voir ce qui se passe quand on fait du volume. Parce que je ne connais pas du tout le packaging qu'il faut utiliser. Je ne sais pas ce que représente 400. Enfin, non, c'était 600. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais quand tu les mets sur palette, je crois que ça fait 6 ou 7 palettes. Mais comment tu livres 6 ou 7 palettes au Luxembourg? Voilà. Donc, tout ça, on l'a découvert. J'ai dit, on va déjà signer ça, on va voir ce qui se passe. Et après, ça découle, tu vois, tu te rends compte des problématiques, tu dis attention, on va faire ça. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans ce panier garni, c'est de se dire que quand je deal avec une boîte, je lui dis, je ne peux pas vous assurer qu'il y aura 100% de confiture fraise, par exemple. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'un petit producteur, il est capable d'écouler son stock, que ça soit 30 de celui-là, 30 de celui-là, pour la fin d'année, pour qu'il puisse repartir sur l'année prochaine en ayant écoulé du stock, ayant un peu de cash et puis retourner. Donc c'était ça l'idée, c'était de se dire, un petit producteur qui a déjà du mal à produire,
S'il doit jeter en fin d'année, c'est une horreur. Enfin, il s'en sort jamais. ouais. Donc, c'est lui créer un produit via une boîte, de dire, OK, on peut t'aider à faire sortir un petit peu ça. Et c'est pas dans l'idée de faire de la production supplémentaire en fin d'année, c'est de se dire, OK, on va faire une double bonne action, c'est on va permettre aux salariés de découvrir la région. Et deuxième chose, on va permettre aux producteurs de vider un peu les stocks pour repartir sur l'année. Ok. Et du coup, concernant ces process que tu me disais avoir découvert au fil de l'eau, voilà, notamment tout ce qui est logistique, mes palettes, Ouais. etc., j'ai pu voir que Niri a été incubé Ouais. pendant 2 années, je crois, 2021-2022, Mhm. au sein de Bababam. Tu te The rappelleras. Pool. Je te remercie. Donc à Blida, à Metz. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté notamment dans le développement de Niri, cette incubation? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, donc on sort de Fetch avec Lou et on est bourré d'a priori. C'est-à-dire que, il y a, si tu veux. Donc, moi, je suis arrivé dans Fetch quand ils avaient. Je vais quand même prendre 30 secondes pour expliquer aux Ouais. auditeurs ce qu'est Fetch, pour ceux qui ne Oui, connaissent t'as pas. raison. En fait, Fetch est un service de... parle-en, tu en parleras mieux que moi. C'est un petit peu comme un Uber Eats, mais pour la Voilà, c'est restauration. ça. C'est un service de livraison de plats, comme était Uber Eats, Deliveroo à Mhm. l'époque. Sauf que à l'époque où Deliveroo et Uber Eats arrivaient en France, ils sont arrivés par Paris. Et quand ils sont arrivés à par Paris, ils allaient exploiter que les villes sensiblement de la même taille. Donc l'idée de Fetch, c'était d'intégrer rapidement un service de livraison sur des villes intermédiaires. Donc c'est-à-dire tout ce qui est entre, je crois que c'est 100 et 200 000 habitants, ou 300 000 habitants. Voilà. Donc les villes Nancy, Metz, Caen, Le Havre, etc. Ça a été les premières solutions de livraison Voilà. à domicile avant que Uber Eats C'est s'intéresse ça. à plus petit que de la grosse... Avant, pour les plus jeunes, la seule chose qu'on pouvait se faire livrer à domicile, en McDo. termes de... même pas McDo. Ah oui, non, Même pas McDo. pré-Uber Eats, non, Ouais, oui. pré-Uber Eats, tout ça, c'était des pizzas Mm. et des sushis. Grossièrement, sinon tu pouvais rien te faire livrer. Aujourd'hui, tu peux te faire tout livrer, c'est devenu un automatisme, mais c'était vraiment une innovation de permettre à, en plus des artisans, parce que c'est vrai que tu as raison, sur Uber Eats, sur les grosses plateformes, les premiers deals qu'ils ont fait, c'est avec des grosses boîtes, donc ils donnaient la possibilité de se faire livrer McDo. Mais si tu voulais Le Voyou de Nancy, qui était un partenaire essentiel qu'on avait à Nancy, c'était pas possible, il n'y avait que nous. D'accord. Donc voilà, vous avez compris ce qu'est Fetch. Donc tu nous disais que tu avais des a priori avec Lou. Voilà, quand on arrive, on ressort d'une activité qui est ce qu'on appelle la full delivery, Mhm. et on recrée une boîte d'un full delivery, mais on a les mêmes attitudes qu'avant Fetch, sauf que c'est plus la bonne cible, que notre manière de livrer elle est plus pareille parce qu'on internalise, alors que Fetch c'était des externes qui faisaient la livraison. Donc c'est des nouvelles problématiques qu'on ne connaît pas forcément, et on vient avec les échecs qui ont été chez Fetch, qui ont pu être, tu vois, le développement de la plateforme, enfin plein de choses qu'on avait déjà listées, et on veut régler ces problèmes avant de commencer. Et The Pool, en fait, nous dit, attention les gars, vous êtes sur une nouvelle rivière, construisez un bateau qui est cohérent avec cette rivière, construisez pas. On est en train de construire un truc qui est bardé de process, mais pour le moment, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas besoin de process pour le moment. Faites du chiffre. Et en fait, quand on rentre chez The Pool, on fait déjà du chiffre, et du coup, on ne passe pas dans ce qu'on appelle la bourse French Tech. On n'a pas le même accompagnement qu'eux. Donc Mhm. du coup, on n'est jamais trop présent parce qu'on a déjà du taf à faire. Donc en fait, je crois que c'est pas 2 ans, c'est un petit peu moins de 2 ans. On décide de dire, c'est pas encore le moment pour vraiment une incubation, et on décide de stopper l'incubation. Et en plus, c'était à Metz, donc c'est pas tout près. Tu montes à Metz, tu vois, c'était pas si facile que ça pour nous en termes logistiques. Ok. Non, c'est vrai que j'avais cette curiosité par rapport à votre activité, en quoi un incubateur pouvait avoir de la valeur. Peut-être que c'était l'écosystème, les gens en interne qui disaient... En fait, entre guillemets, l'incubateur, il va... c'est on a des discussions en ce moment avec des incubateurs. Et l'idée générale de l'incubateur, c'est de faire un jeu de ping-pong sur ton activité. Mhm. Mais il y en a, ils ont juste besoin de structurer la base. Tu vois, il y en a, l'accompagnement est complètement différent pour chacun. Oui, vous aviez déjà un passif, une expertise, que peut-être pas forcément les gens qui arrivent. Ils t'accompagnent pas du tout de la même manière. Nous, c'était plus, on pose les bases, on fait du chiffre. Comment, dans quelle direction, est-ce qu'on va à droite, à gauche? Même si on savait un petit peu où on allait, c'est intéressant d'avoir une troisième tête qui tourne et qui dit là, les gars, c'est pas une bonne idée. Une personne extérieure, c'est toujours intéressant. D'accord. Ok. Et c'est vrai que dans ma présentation, j'ai pas non plus parlé de choses qui me donnent envie de faire une liaison entre ton activité avec Niri.
c'est ta participation, ou tout du moins ton association avec Team for the Planet. Entre cette volonté de ne plus avoir du gaspillage, on va dire, au niveau de la production, avec la solution que tu apportes aux agriculteurs via Neri, entre cette implication-là, je me dis que tu as, enfin, c'est ce que je ressens par rapport à ton parcours, on va dire un attrait, un affect vis-à-vis de l'environnement. Est-ce que je suis dans le faux avec cette appréciation ou c'est quelque chose que tu as vraiment à cœur et que tu pourrais éventuellement développer? Alors, moi, c'est des trucs qui sont choquants, qui sont dans ta vie, que je parle pas de comment on fait pour essayer de trouver une solution pour l'autre bout du monde, tu vois, où tu te dis, mais en fait, quand c'est local et que tu peux l'avoir entre les mains, je trouve ça fou de pas trouver des solutions sur ça, tu vois. Après, je suis pas utopiste, il y a des choses que, vulgairement, on n'est pas capable de gérer. Tu vois. C'est juste la contribution à une échelle locale sur des sujets qui sont... tu vois, là, on livre avec Niri des paniers de fruits et légumes sans plastique, dans des cagettes de bois. On n'a rien innové pour faire ça. On a juste décidé de ne plus le donner. Et puis, on a décidé de faire porter la problématique du plastique sur l'entreprise et pas sur le client. Parce que c'est bien facile de t'envoyer je ne sais pas combien de sachets plastiques chez toi et puis de te dire, bah oui, mais gars, faut trier. En fait, on l'a bloqué là. On dit, ça sera à nous de trouver cette solution. On ne dit pas qu'on est complètement clean. On dit juste que c'est pas au client de gérer ce truc-là. D'accord. Donc, c'est plus ce sujet-là. Après, je pense que je suis soucieux, comme aujourd'hui tout le monde l'est, tu vois, sur le sujet. Je suis pas plus, je suis pas moins. C'est juste qu'il y a des choses que on peut gérer via une société, enfin, via une structure, tu vois. Et du coup, ça revient aux fameuses problématiques dont tu parlais au début. Le fait de trouver les problématiques, par exemple, quand tu les rencontres au quotidien, et du coup de les résoudre via... C'est ça. Et ça va même plus loin, parce que quand on discute avec Lou, il y a des sujets où, vulgairement, il n'y a pas forcément de business économique. Mais comment on fait pour juste... Tu vois, là, on est en train de développer un catalogue de services pour les agriculteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait leur proposer des services complémentaires, qui pourraient être de la vidéo, de la photo, enfin, pour avoir un panel pour pouvoir les aider. Mais c'est pas pour vendre des choses, c'est pour sécuriser des partenaires, pour être sûr et certain qu'ils puissent avoir les mêmes armes pour la suite. Okay. Tu vois, un maraîcher, par exemple, avoir un site internet, c'est une nécessité. Mais lui, il n'a pas envie de se démerder avec ça. Et nous, on n'a pas envie que ça soit tiens, maintenant, on va te vendre un nouveau truc. Et puis, c'est pas son cœur de métier. Lui, il passe sa journée dans la ferme ou quelque... Ouais. Si tu veux, ok. Et quand vous proposez quelque chose, c'est-à-dire que tu as un accompagnement marketing, tu as un département communication, on va dire, dans Neri, que tu mettras à disposition de tes partenaires? Département, non. On va plus faire un partenariat avec une boîte. Okay. Là, on est en train de... Alors, ça donne comme si... Bon, je ne sais pas si on peut le dire. Mais c'est pas grave. Bah, tu peux tout dire. On peut tout dire ici. C'est libéré. Okay. Et en fait, là, on détaille en gros un catalogue de services et qui sera... en fait, ça nous permet de nous appuyer sur du monde. C'est pas forcément en fait pour produire en interne. On n'a même pas forcément trop, tu vois, l'intérêt. Ouais, c'est pour complémenter votre offre, en fait. Vraiment, ça. comme tu as dit, sécuriser les partenariats via des offres complémentaires. C'est ça. En fait, Neri, demain, si on veut même plus loin, on est un peu là utopiste, c'est si on arrivait à lever des fonds pour être une structure qui est Neri, qui peut permettre même de soutenir les agriculteurs sur l'ensemble en fait, de toutes leurs démarches. Ça peut dire, tu vois, il y a des problématiques d'achat. Comment on fait pour réunir les achats de graines, tu vois, de semences, etc. Ça va même plus loin. Peut-être qu'on communiquera peut-être jamais sur le site parce que ça n'intéresse pas. Alors, ça intéresse les gens pour savoir où ils mettent leur argent et leur démarche, leur temps. Mais peut-être que ça serait un truc qui soit tu vois, plus en interne. Dire, on fait cette démarche, on n'a pas besoin d'en parler en fait. D'accord. Donc, c'est plus ça. La démarche Niri aujourd'hui, c'est un point A, un point B. On récupère des produits chez des producteurs, on les livre à des consommateurs. Peut-être que demain, ça sera aussi, on prend gage de mettre de l'argent dans des terres pour les sécuriser, pour être sûr et certain qu'on a une production sereine sur l'année. Oui, le modèle, il peut évoluer en fait. Voilà, mais est-ce que du coup, l'objectif à terme, c'est vraiment de proposer un accompagnement global dans lequel tu essaies d'intervenir un peu sur toutes les problématiques de ces fameux clients? Pas forcément. En fait, ce qu'on voit, c'est y a des producteurs qui sont encore très loin d'être mis en place sur un aspect marketing. Ils sont même pour nous, hein, on a eu dans le démarchage, on découvrait des producteurs quand on se balade, quoi. C'est pas normal. Tu devrais avoir sur Google, tout le monde Google Business, même s'il le suit pas, même s'il n'est pas alimenté, il devrait être présent. Tu sais même pas où il est. Ça, je trouve qu'ils le comprennent mal.
Parce qu'ils disent oui, mais c'est pas la vraie vie. Oui, mais si, c'est la vraie vie aujourd'hui. Donc il faut l'être. Et ça, nous, ce qu'on voudrait, c'est trouver un moyen qu'on ne passe pas par un système financier pour pouvoir le mettre en place. On le met en place parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie de notre accompagnement. Tu rentres chez nous, on vend tes produits et en plus, on te fait le minima pour que tu sois présent. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Ok. Oui, parce que c'est clair que même si tu te dis pas facturer, pas proposer une presta, mais en tout cas accompagner, faire de la formation, ça ne restera pas leur cœur de métier. Tu auras des... Oui, j'ai conscience que ce serait peut-être bien finalement après cet échange, mais est-ce que je vais prendre le temps d'alimenter un Facebook ? Bien sûr que non. Moi, j'ai mon exploitation à gérer. Non, et si je te propose une prestation, est-ce que la valeur de la prestation, tu vas vraiment l'évaluer ? Non, je n'ai pas besoin. Et, il faudrait qu'il y ait un accompagnement où il y en a qui le font très bien. Il y en a qui ont décidé de le gérer. La ferme de Mangéville à Pange, là, vous irez regarder, c'est incroyable ce qu'elle fait. Elle a plus de followers que nous, donc c'est incroyable. Tiens, tu parles des followers de Niri. Niri, de ce que j'ai vu, c'est à peu près 6000 followers, toutes plateformes confondues. Tu as 4000 suiveurs sur Facebook, un peu plus de 1000 sur Instagram, et tu t'approches des 1000 sur LinkedIn. Si je te parle stratégie social media avec Niri, est-ce que tu as quelque chose de clairement différencié sur ces différents réseaux ? Naturellement que LinkedIn est plutôt orienté B2B, mais ce n'est pas sur LinkedIn, je pense, que tu vas trouver les exploitants potentiels partenaires de Niri par la suite. Donc, c'est quoi ta vision sur ces 3 réseaux ? Est-ce que tu as quelque chose de spécifique que tu souhaites atteindre avec chacun des... Alors, Facebook, Instagram, on a beaucoup de choses à revoir. Parce que je pense qu'on a loupé, par exemple, le tout début du début, qui était on ouvre un service de livraison et les gens sont chez eux, tu vois, pendant le Covid. Ça n'aurait dû être éclaté par les réseaux sociaux. On n'a pas réussi. Et maintenant, en fait, c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est que je n'avais pas conscience que ce qui est une normalité aujourd'hui du building public, si on l'avait fait, mais je pense, mais très sincèrement, avec toute humilité, que tu fais Niri pendant le premier Covid, bah celui-là, mais t'es un héros sur un sujet comme ça. T'es un héros et il y avait des boîtes qui sont en train de se fermer d'ailleurs dans l'Ouest qui étaient sur ce sujet le même que nous. Mais c'est un héros, c'est un agriculteur qui a créé vite mon marché. Il a explosé sur les réseaux sociaux parce que, gars, on applaudit les infirmières à l'époque du Covid. Tu vois. Pareil. On building public pendant le temps là, c'est pas du tout la même histoire. Mais pour revenir à ta question, Instagram, Facebook, il est mal travaillé parce que on n'a pas vraiment une vraie structure qui te permet d'avoir une vision sur un an de posts, par exemple, des choses comme ça. Ah, c'est très compliqué déjà. Moi, sur un an, c'est déjà une jolie perf. Non, mais si tu as une stratégie globale, voilà, on a installé dédié à tel axe, tel support, on travaille avec tel média. Je pense que tu es particulièrement exigeant avec toi-même et du coup avec les réseaux qui en découlent de ta boîte. Mais je connais personne qui a une stratégie à un an, moi. Ça comme de réseaux sociaux. Un an, c'est gros. Je suis peut-être ambiancé. Non, mais tu vois, on n'a pas cette vision de dire, OK, tu sais, déjà, on est dans l'alimentaire et on fait alimentaire et B2C. Donc, déjà, toutes les grandes fêtes, grosso modo, tu devrais déjà avoir minimum un poste avec des produits que tu vas proposer. Ça, c'est la base. Tu vois, on a fait Noël. On l'a vraiment préparé Noël l'année dernière, pour te dire. La grande distribution, elle prépare Noël en juillet. Donc ça, déjà, tu vois, quand tu dis un an, c'est-à-dire que si tu n'as pas 6 mois d'avance sur des sujets comme ça, tu es à côté de la plaque. Donc, nous, le Noël, on l'a préparé encore un peu en retard cette année, parce qu'on n'arrive pas à bien se décider sur des produits, parce que les producteurs ne sont pas aussi réactifs que les fournisseurs de GMS, tu vois. Tu leur dis, est-ce que tu as un catalogue de produits ? Ils disent, oui, attends, on est septembre. Oui, c'est fini, quoi. Et puis, donc là, nous, on a réussi à le préparer, c'est-à-dire qu'on a travaillé 2 produits qu'on avait identifiés qui étaient bons les années d'avance, c'était le panier de fruits exotiques et les plateaux de fromage. 2 sujets qu'on a réussi à travailler, qu'on a réussi à marketer. Et ça a bien marché. Mais sinon, tout le reste de l'année, toutes tes grandes lignes, tu vois, Saint-Valentin, toutes ces choses-là, si tu les as pas dans un planning à l'année, oui, on est tu te d'accord. loupes à chaque fois. Tu vois. Mais parce que c'est pas sur une stratégie, c'est parce que c'est des sujets que si tu n'as pas dans le commerce, tu vois, alimentaire, tu loupes du CA direct. Donc ça, on n'est pas encore hyper bien ajusté. Bon,
tout cas, tu as déjà des axes d'amélioration, peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur les débuts. Tu vois, Covid, tout ça, tu lançais la boîte. Les gens passaient énormément de temps sur les réseaux. Alors, ok, Mhm. tu t'en veux de ne pas avoir building public, Ouais, c'est un petit mais je présume que tu as fait quand même quelques campagnes social ads. peu. Oui. Le retour sur investissement à cette période avec le ads, Ouais. enfin, c'était Pain béni. satisfait du lancement, donc. Ouais, non, c'était du pain béni. Mais d'ailleurs, alors, il y a quelque chose que je veux dire sur les boîtes du Covid. Mhm. Parce que c'est une réalité. Toutes les boîtes qui sont restées un petit peu avant ou pendant le Covid, ou alors elles se sont crashées rapidement parce que c'est pas logique ce qui se passait. Déjà, alors on revient pas avec tout ce qui s'est passé, c'était pas logique du tout. Mais quand tu mets ads ou peu importe, tu as des retours directs instantanés. Tu sors de là, c'était la même stratégie, tu burn de malade ton cash et c'est fini. Mais c'est vraiment fini. Donc, tu arrives avec une boîte avec des a priori pour te refaire un peu d'histoire, avec des a priori que tu dois changer. Tu as des leviers qui marchent encore un peu, qui marchent très fort parce qu'on est au Covid. Tu ressors de là, il faut tout revoir. Donc en fait, là, tout ce qu'on a découvert pendant toutes ces années, c'est que des changements. On change de stratégie presque tous les 6 mois. Donc il n'y a rien de défini réellement parce que les choses bougent encore. Et là, je pense 2024, ça y est, ça va se stabiliser. On va pouvoir déterminer des choses et les garder. Ok, et bah, super intéressant tout ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à vouloir creuser avec toi ta marque personnelle, Charles, parce qu'on parle de réseau, mais je te suis également en tant que personne et je te trouve assez actif sur LinkedIn. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Tu prends la parole sur des sujets d'entrepreneuriat, sur des sujets sociétaux. Tu l'as dit toi-même dans un post, tu vois la marque personnelle sur LinkedIn comme un levier. Je vois chez toi de la récurrence de publication, tu travailles l'incitation, tu es sur les codes actuels, tu utilises de l'IA notamment ponctuellement pour illustrer tes publications. Donc, si tu veux bien nous en dire davantage sur ta vision, sur ta stratégie, si elle est existante, sur des conseils, enfin quoi que ce soit en fait, parle-nous voir un petit peu de ta marque et de ta présence sur les réseaux en tant que personne. Alors, je crois vraiment que LinkedIn, je l'ai pris au sérieux il y a 8 mois, je crois, un peu moins d'un an. Bon, comme tout le monde, j'ai essayé il y a 3 ans de m'y mettre. Sûrement après le 1er janvier. Mhm. C'est ça, une semaine, tu es actif, tu as des idées. Puis en fait, tu te rends compte que t'as pas trop de sujets, ou tu passes pas toutes les étapes de t'es pas légitime, pourquoi tu parles de ça. T'as des gens que tu croises dans la vraie vie qui disent bah, c'est bizarre ce que tu fais, pourquoi tu poses des trucs. Et en fait, une fois que tu as passé tout ça, ça y est, tu vois, ça c'est déjà fait. Et je me suis dit merde, putain, tout le monde est en train de se positionner. Malgré tout, c'est quand même un réseau social qui est naissant dans sa structure aujourd'hui. Il y a un nouveau LinkedIn qui est en train de se Oui, créer. il a beau avoir 20 ans comme réseau, son utilisation que l'on connaît ou qu'on découvre pour certains, ce LinkedIn qui migre vers du Facebook selon certaines personnes, ça a 2-3 ans maximum. Ouais. Ouais. Et tu vois qu'il y a des gens ils ont déjà passé la 4e. Ils sont très très loin. Ça va très vite. Et je me dis, mince, putain, mon TikTok, de toute façon, je m'exprimerai pas sur TikTok parce que ça va trop vite. C'est des codes vidéo aussi. C'est différent de faire de la vidéo. Donc tout ça, je pense que ça me correspond moins. Et puis après, il y a juste une envie de s'exprimer sur des sujets. Et de pas laisser certains créateurs, alors il n'y a rien de péjoratif, mais prendre trop d'avance sur des sujets. Parce que après, tu vas te retrouver sur ton fil d'actualité avec 10 personnes qui vont parler de tout. Et peu importe le sujet. Alors aujourd'hui, la restriction sur les posts commence à se faire. Donc du coup, tu auras le droit de voir si c'est une vraie conviction ou une publicité. Mhm. Merci. Mais jusque-là, si tu prends pas la parole, tu n'as que la parole des autres. Quoi. Et puis c'est des sujets d'actualité quand même qu'on est en train de travailler qui méritent. Alors, l'idée, c'est pas de devenir un gourou de quoi que ce soit, c'est de se dire, merde, il y a peut-être des sujets que les gens ont envie de comprendre, ou ont oublié de comprendre, ou ont plus envie de comprendre, qu'on peut aborder. Donc, c'est ça, déjà. Ok. 2, évidemment, Niri m'aide pour faire des transversales sur des sujets. Donc, par exemple, l'agriculture, les problématiques de l'agriculture. Notre façon de consommer. Tous ces sujets-là, je les aborde et entre guillemets, je les justifie par le fait que Niri existe et que voilà. Et en fait, vraiment, le premier sujet, c'est de ne pas laisser trop de gens aller trop vite et trop loin. Et tu sais que quand il y aura
je te dis, les plus gros créateurs seront à 40 000 abonnés, tu vois, bah, ça y est, c'est fini. Enfin, le temps de récupérer tout ça, bah, tu vois, on le voit. Et je sais plus que c'est, je sais pas si c'est Louis Pied, je me trompe peut-être. Et il a mis, je crois que dernièrement, un post en disant je mets le GOAT à tout le monde, et la plupart des gens, je les connais pas. Oui, lui, il avait pas fait un challenge un peu dingo, je ne sais plus Ah si, je combien de crois qu'il avait posts dans un spammé. laps de temps très Ouais, court. il avait spammé de fou. Puis après, il voulait pivoter sur un SaaS. Et puis, enfin, il y a eu beaucoup de Voilà. projets d'un coup Mais tu vois, toi, tu les publient. retiens. Oui. Mais la plupart des gens, c'est passé à travers. Donc ça veut dire aussi, il y a un sujet, c'est que c'est le seul réseau où tu peux parler de toi. Et encore une fois, j'ai pas envie de me prendre en photo sur, enfin, tu vois, dans des contextes Insta, etc. Parce que Mhm. ça me ressemble moins. Par contre, je suis plus intéressé à débattre sur des sujets. Alors après, il y a débattre. Il y a des gens où ils vont plus venir au MP pour discuter. On parlera, si tu veux, du reach, etc. Mais, donc ça, c'était intéressant. Et après, tout ça, c'est lié à un pivot de la boîte, de Niri, qui a décidé de travailler plus le B2B. Et là, je me suis dit, bah, ça y est, on va prendre le sujet vraiment à cœur, on va se poser et on va vraiment travailler une stratégie qui n'est pas encore tout à fait fondée littéralement, parce que encore une fois, je laisse la place à l'envie qui pourrait tomber. Donc, il n'y a pas de planning, structure, etc. Ok. Donc, tu as dans l'usage de ton compte perso un mix entre un rôle d'ambassadeur Niri Ouais. et ce que tu souhaites aborder comme sujet. Est-ce qu'on peut se poser la question, hein, pourquoi moi, alors que j'ai une page entreprise, je devrais en plus prendre la parole sur mon propre profil perso. Bah déjà, pour humaniser la chose, pour pour une vision très technique aussi, tu parlais de reach. C'est vrai qu'une page d'entreprise, pour avoir de la visibilité, bah, c'est compliqué. Donc si tu deviens l'ambassadeur de ta propre marque, bah, tu auras spontanément plus de reach et d'impression que sur une page d'entreprise. En tout cas, c'est clair. J'ai retenu aussi l'idée de ne pas laisser trop de place au gros, où ça aille trop vite. Tu as suscité un petit peu de curiosité chez moi, en fait, là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus? Ben, pour moi, c'est le même système que les influenceurs sur les autres plateformes. Tu vois, tu vois il y en a beaucoup qui ont. Bah, alors, TikTok, c'est arrivé au même moment. Tout le monde était addict pendant le Covid. Putain, la vache, C'est beaucoup de temps sur les réseaux. Oh la vache. Je sais que ma conjointe, elle l'a téléchargé. Je l'ai perdu. J'ai perdu une partie de cette conscience. Mais vraiment. Et je m'y suis mis. J'ai changé de téléphone récemment. Je ne l'ai pas réinstallé. Parce que vraiment, il y a une addiction que j'ai du mal à contrôler. C'est une folie. Que je retrouve quand même sur LinkedIn. Mais je la justifie parce que je suis un peu présent. Mais c'est pareil, même problème. À organiser, à structurer, parce que sinon, c'est les réseaux sociaux. Mais enfin, ça fait partie de ça. Pourquoi je veux pas laisser trop d'avance, enfin, pas trop d'avance, c'est-à-dire être présent aussi sur cette plateforme en même temps que tous les autres, c'est que sur des sujets que demain, si des gens qui vont parler de l'agriculture et disent un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, tu vois, eh ben, tu puisses, toi, nuancer le sujet. Quoi. C'est l'idée de pouvoir nuancer. De dire, bah, attendez, parce que nous, on en rencontre des gars et j'entends pas la même chose quand même. Tu veux dire, en fait, par exemple, des personnes qui n'auraient pas forcément cette expertise ou cette connaissance du terrain, C'est ça. Le mettre en avant, toi, ce que tu peux rencontrer au quotidien. Mais en fait, ça, je l'incite tout le monde à faire ça. Parce que tu ne dois pas être, entre guillemets, gouverné, ou en tout cas, tes idéaux ne doivent pas être gouvernés par les 15 personnes qui sont hyper influentes sur des sujets et qui sont des fois même pas forcément légitimes. Mais il y a un agriculteur qui est ultra présent sur la plateforme dans le Grand Est. Mais vraiment, il fait des posts, c'est monstrueux. Sur LinkedIn ? Ouais. Ok. Je vous le partagerai après. Monstrueux. Je le suis. Et lui, il va sur tous les créneaux. Tu parles de glyphosate, il est dedans. Ah oui. Mais lui, il est dedans, quoi. Tu peux pas lui dire le contraire. Après, tu feras, tu vois, le bilan si tu es d'accord ou pas d'accord. Mais au moins, tu as un gars qui est sur le système, qui est dans le système et qui dit oui, d'accord, c'est pas bien, mais quand vous réglerez ça comme problème, c'est-à-dire une production de masse, etc., tu pourras me dire qu'il faut pas que j'utilise ça, sinon c'est pas logique. Enfin, tu vois, c'est des sujets hyper vastes où on a besoin de neutralité, de dire attends, peut-être que si on parle à un autre des fois on fait pas ça, tu vois, d'aller poser la question à une autre personne, c'est vrai, qui est peut-être un peu plus concernée. C'est vrai. Donc c'est plus ce sujet vaste de dire prenons tous la parole sur des sujets et pas forcément des gars du market ou des freelances, de dire bah tiens, venez, on va tous parler sur ce réseau-là. Mais c'est un réseau effectivement qui s'élargit. Alors, c'est même pas la Facebookisation, mais c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience. Tu vois, tu parlais de freins que tu peux avoir, de croyances limitantes. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que les choses que je souhaite raconter ont du sens? Est-ce que je vais avoir de la portée? Est-ce que je vais avoir
le sérieux et la récurrence pour avoir du contenu, parce que l'algorithme est ce qu'il est. Si tu postes Oui. une fois toutes les 3 semaines, Oui. ça sert pas à grand-chose finalement. Et quand je vais commencer à éventuellement grandir, me retrouver avec des personnes qui n'ont pas forcément un lien direct avec mon activité, mais qui vont faire leur petite mission journalière de commentaires sur différents posts pour pouvoir Exactement. montrer de l'interaction sur le réseau, dire bonjour LinkedIn, tu as vu, je suis actif, mais bon, en avant s'il te plaît. Le GOAT. Tu mets ça sur toutes les. Ça, c'est un sujet. Quel est l'intérêt de poster très bien, gars? Pourquoi? Super post. Ouais, bien, gars. Non, mais juste pose une question. Ouais. Ou alors redirige ce post vers une question qui aura peut-être plus d'intérêt à des gens qui vont lire. Même pour Tu vas les se poser autres. les questions. S'il va scroller dans les commentaires, tiens, c'est pas mal ça. Comme Jean me le disait, je pense que c'est pour remplir valider ça auprès de LinkedIn, dire Il y a une je suis espèce de actif, légende urbaine en fait. Tu ouais. veux réussir sur LinkedIn, bon, ok, tu te dois d'être récurrent, tu te dois d'être dans ta niche. En fait, voilà, ton profil LinkedIn, c'est du SEO. Tu mets tes mots-clés, tu mets ce que tu fais, tu dois raconter des choses qui sont liées à cet écosystème ou à ce SEO pour pouvoir être propulsé. Après, il y a les techniques, la première, il faut l'engagement, etc. Mais tu as aussi un rôle de je consulte, je commente les commentaires des autres, etc. 20 etc. minutes avant son poste. Et c'est vrai que si tu commences à te lancer dans une vraie question qui nécessite de la correspondance après, alors si tu es passionné par le sujet, c'est parfait. Ouais. Mais pour ces personnes-là, flemme. Parce que non, j'irai bien plus vite à mettre 15 fois top sur 15 profils différents et me dire c'est bon, j'ai fait ma Mais oui. to-do LinkedIn de la journée. Oui, mais ça, je pense que ça sera, au bout d'un moment, ça sera balayé. Mm. Tu vois, on arrivera à déterminer que tu mets top toutes les 3 jours. Bon, ben voilà, c'est bon. Je pense que ce sujet-là sera, justement, prenons les bonnes habitudes tout de suite. Ça n'a pas d'intérêt. Et en vrai, quel est l'intérêt de passer une heure Enfin, tu vois, moi, c'est plus essayer de remettre un peu de cohérence. Alors, je suis personne, encore une fois, sur ces sujets-là. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, encore une fois, je suis très mauvais avec les prénoms. Mais il y a une créatrice de contenu, elle poste, je crois, 1 fois par semaine, Mhm. mais elle a de l'impact sur les sujets parce qu'elle doit le travailler, son sujet. C'est aussi pourquoi tu es présent sur la plateforme. Si c'est juste. Mais de toute façon, c'est le même sujet sur toutes les plateformes. YouTube, si tu y vas pour prendre quelques vidéos et croire que tu vas faire le million dans la semaine, bah c'est pareil. Fais autre chose, je t'en supplie. Parce que ça va te détruire. Là, LinkedIn, c'est plus. Je commence à voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a 2-3 personnes qui me suivent. Ok, je vois comment ça tourne. J'ai une récurrence. En fait, j'ai déjà validé psychologiquement ça, donc je continue. Mais j'irai pas analyser les choses. En fait, justement, moins je vais analyser, plus je vais prendre un peu de plaisir, plus je poserai les dimanches à écrire, tiens, ça m'intéresse ça. Je fouille des sujets sur tous les réseaux et je me dis, tiens, ça c'est un sujet aussi qui serait intéressant à travailler. Mais si demain ça devient un job où on fait une réunion pour une analyse, je pense que je m'en détache tout de suite. Ok. Et ça t'a amené du business sur Niri, ta Ouais. prise de position? Alors, le gros sujet, c'est on pivot B2B. On fait des posts assez ciblés sur des sujets qui vont être l'agriculture, la sensibilisation sur le mieux manger, l'impact des déchets, etc. Et sur ces sujets-là, ouais, on rentre, je crois, sur 2-3 posts, on rentre, je crois, un peu plus de 40 entreprises dans le pipe. Donc, tu as vraiment un sujet qui rentre. Et je te dis, des boîtes, c'est pas des franchises de, tu vois, genre Dimoge, n'importe quoi, où ils sont deux. C'est vraiment, tu as Dalkia, tu as Batigère dans le coin, tu as Amazon, tu as vraiment des grosses structures qui rentrent. Et là, on se dit, putain, quand même, il y a un truc qui se passe. Si on dirige bien, si on structure bien. Et après, ce qui est intéressant, c'est que via tous tes postes, tu as validé en fait la décision des gens, quoi. Tu vois. Ce matin, on livre Amazon, par exemple. Je poste pour dire que voilà, on l'a fait, etc. Et tu as des gars de chez Amazon qui vont peut-être se poser la question sur d'autres structures de dire c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'on le réplique. Même si ça ne nous impacte pas, nous, ça envoie une démarche globale de dire tiens, si on fait gaffe à nos salariés, bon, voilà, c'est pas une mauvaise chose. Mais tu vois, dans l'idée générale, c'est venez, on fait gaffe parce qu'il y a des gens qui le font là-bas, mais peut-être qu'on le fasse aussi ici, tu vois. Mais ça suffit en fait. C'est pas un impact et achetez-moi ça maintenant. Jamais généralement, c'est un formulaire Monday qui va rediriger vers 2-3 questions pour récupérer un lead. Ok. Donc c'est plus ça. On ne vendra pas des trucs directement en ligne. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous posent la question mais à quoi ça sert vous vendez du produit physique, qu'est-ce que vous faites sur LinkedIn? En fait, on valide sur ton achat que tu vas faire sur notre site, quoi. Moi, je pense que tu vendes du service ou du produit, ta présence sur les réseaux sociaux, elle est là, entre guillemets, pour humaniser ta structure, ce qui est important pour une grande majorité de personnes. Et le fait d'avoir
au-delà de la marque, parce que même si ta marque, elle travaille très bien ses comptes pro, qu'elle met du budget en ads, etc., ça reste qu'une marque. Exactement. Alors, tu as des marques très industrielles, très worldwide, qui peuvent te faire peur selon tes convictions, puis tu as des marques aussi beaucoup plus douces, beaucoup plus éco-responsables. Enfin, tu vois, on pourrait lier Niri dans cette branche-là, mais pour autant, ça ne reste qu'une marque. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, les marques, de toute façon, c'est marketé. Si tu as quelqu'un qui parle, si c'est Charles Piedboeuf qui te parle de ton truc, bah, étonnamment, même si le discours est le même que sur ta page pro, tu vas toucher au niveau émotionnel davantage de personnes. Donc rien que pour ça, c'est OK. Tu sais qu'il y a des gens, quand il y a des problèmes sur les livraisons, ça existe, Mhm. qui viennent me voir directement sur LinkedIn. Oui, tu deviens du coup SAV. Ouais, par contre, on sait qu'on travaille ce sujet, mais tu vois, il y a vraiment un sujet de ben c'est toi que je veux parler, Mhm. parce que c'est toi que je vois. Et du coup, ben forcément, c'est pas une structure SAV, tu vois, externe ou interne, c'est vraiment moi. Donc je prends le temps d'écrire vraiment, de réexpliquer. Tu vois, la dernière fois, sans détailler, c'était un produit qui était manquant. Euh, je demande ce qui est grossièrement ce qui s'est passé. On m'explique en fait, c'était réouverture des producteurs qui étaient fermés. Voilà, il y en a un problème. Bref, je lui fais tout, je lui explique tout. Et ça s'est super bien passé. Et tu peux. Enfin, ce qui aurait été mal fait avec peut-être un Ghost, par exemple, Mhm. c'est que ça m'aurait peut-être pris 2 jours, 3 jours pour recevoir le truc. Ça aurait été pas assez rapide en termes de SAV, tu vois. Je vais quand même faire une petite aparté. Charles vient de parler de Ghost, acronyme pour parler de Ghostwriter. En fait, le Ghostwriter, c'est la personne qui va écrire pour certaines personnes sur LinkedIn. Voilà. Il y a pas mal de dirigeants, de personnes importantes qui ont une présence sur les réseaux sociaux, mais sans pouvoir avoir le temps de s'en occuper. Donc, ils délèguent cette présence en faisant appel à des ghostwriters. Moi, je fais toujours un peu de vulgarisation, tu vois, parce que... Tout à fait. Ouais, c'est Ouais, important, tout à ouais. fait. Donc, nous, c'est pas le cas. Mm. Je dis pas que ça ne le sera jamais, mais tu vois, par exemple, être accompagné par une boîte pour réfléchir à la stratégie, mais garder sa patte, je trouve que ça a plus de sens. Ça n'a Mm. pas de sens que soit quelqu'un à Paris qui explique comment marche, tu vois, l'économie lorraine. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas savoir. Même si je te donne toutes les infos, ça manque d'une patte, d'un truc. Puis même, tu as la possibilité de corriger. Si tu délègues tout, je trouve ça dommage. Et si nous, on avait délégué ça, tu le vois trop tard, tu n'es pas assez réactif. Et puis, il ne sait pas que Saunier Co, c'est un producteur. Il le sait peut-être en fouillant le site, mais est-ce qu'il va faire cette démarche? Enfin, tu sais pas. C'est pas son job. Mm. Non, et du coup, je remets en fait, dans le poste, c'est déjà un sujet, mais en MP, je vais te remettre encore un coup de proximité, tu vois, de dire, bah, c'est lui, il est là-bas, désolé, parce que le temps qu'on arrive. Et du coup, elle a l'histoire en tête, elle se dit, ok, maintenant je comprends. C'est pas juste une boîte qui font des trucs de livraison. Et ça, je trouve, c'est important. Donc ça, je prends du temps dessus. Et je dis, ça peut même des gens qui sont, bah, j'arrive pas à commander, ok, bah, je prends le temps. Pas trop, Oui, et puis, mais je prends le temps. ça montre aussi que tu es accessible, tu vois, que c'est une boîte qui est quand Bien même sûr. à taille humaine, que c'est pas une grande chaîne, tout est industrialisé. Non. Tu parlais des procédures notamment, là on voit que c'est vraiment, vraiment ouvert. Ah oui, bah, demain, tu vas sur notre site, il y a une discussion qui apparaît, tu mets un message, ça pop chez tout le monde. Livreur, Ouais, c'est pas un etc. robot. Ça permet déjà d'être réactif et puis chacun sa patte, tu vois. Bruno va pas répondre de la même manière, Lou pas de la même manière. Et après, ils disent ah super, c'est Charles ou c'est Lou qui répond. Enfin, tu vois, il y a un truc qui fait que on n'est pas juste là pour te livrer. Bruno, une fois, il a déménagé quelqu'un. C'est génial. On l'a pas facturé, ça. On aurait dû le faire. C'est encore plus génial. Non, mais tu vois, ça, tu restes en. Ouais. La proximité, c'est aussi juste bah, être sensé, quoi. Oui, on peut peut-être être en retard. Et puis, après, on parlera peut-être de la structure, enfin, ou peut-être pas, mais dans l'idée générale, on livre pas en une demi-heure, tu vois. On a du temps pour livrer. On a des créneaux qui sont assez ouverts. Ça nous permet justement de gérer ces situations-là. De se dire, bah, si Madame Intel elle a besoin de quelque chose, on trouvera une solution. On a aussi ça, quoi. Je pense que la démarche que tu as vis-à-vis de cette notion de proximité, elle sera clairement vertueuse parce que tu as toujours cette majorité silencieuse qui est satisfaite, mais il y a aussi du bouche à oreille, il y a aussi des choses que tu ne verras pas en ligne, mais qui font que tu auras davantage de leads par rapport à cette perception globale. En espérant juste que ça ne te consume pas trop à un moment donné, donc que tu n'atteignes pas ce seuil critique de contact, de DM, etc. Mais en tout cas, moi, je trouve que la démarche est top. Tiens, il y a aussi un truc sur lequel je voulais rebondir, Charles. En consultant tes publications sur LinkedIn, j'ai pu voir que tu cherchais à développer un podcast. J'ai cru retenir régional comme nom. Enfin voilà, quelque chose qui est dimension régionale pour donner la parole aux différents acteurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors là, c'est un peu dans la même lignée de ce que j'essaie en tout cas de faire avec les entreprises, enfin en tout cas dans
dans ce qu'on met en marche sur les entreprises, etc. Mhm. L'idée générale de ça, c'est un constat, encore une fois, il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup la parole, qui sont des fois déconnectés avec notre réalité. Alors, pas déconnectés dans le sens qu'ils ne savent pas ce qu'on vit, mais plutôt un entrepreneur qui est expatrié, par exemple, n'est pas du tout impacté fiscalement par les mêmes choses, structurellement par les mêmes choses. Mais c'est devenu tellement vulgarisé que ouvrir une entreprise en France, c'est pas du tout pareil qu'en Angleterre, c'est pas du tout pareil qu'aux États-Unis, pas du tout pareil qu'à Dubaï. Et du coup, tu as des porteurs de projets qui arrivent dans des incubateurs avec beaucoup, beaucoup d'a priori sur des sujets et qui sont un peu brisés par l'idée parce que c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple. C'est pas la même procédure, c'est pas les mêmes process, etc. pour créer des boîtes, pour créer des structures, etc. Et l'idée générale, c'est de se dire, OK, on va retrouver des boîtes du coin déjà pour les mettre en lumière, parce que je trouve que c'est plus impactant de se permettre de croiser, alors peut-être, Monsieur Michaud, qui est dans le secteur et qui est quand même une tête du secteur qui a un potentiel gigantesque, quand même. Faut la mettre. Mais aussi des porteurs de projets qui ont besoin de prendre la parole parce qu'ils commencent, parce qu'ils ont besoin de pitcher, etc. Et en fait, c'est un peu de regrouper tous ces gens-là et de faire des liens plus régional que de se dire ok, c'est très bien d'écouter Oussama Hamar, que je ne tirerai jamais dessus pour des problèmes juridiques. Non, mais parce que en fait, c'est hyper intéressant et inspirant. Mais une fois que tu as passé ce stade-là, tu reviens à la réalité. La réalité, il faut que tu aies des liens qui sont beaucoup plus locaux, beaucoup plus structurels. Il faut que tu puisses faire une passe, que tu reçoives une passe décisive de quelqu'un. Enfin voilà. Et c'est basé de ça, de dire ok, il faut qu'on arrive à trouver la même manière de communiquer que des gens qui sont déjà placés et avoir un sens et un questionnement sur une présence locale qui soit plus réelle, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc aujourd'hui, ça se structure en lien avec le poste. On a eu pas mal de DM et pas mal de posts qui ont dit moi je suis intéressé, ça m'intéresse, etc. Donc on est en train de voir comment ça se structure, quelles sont les meilleures façons de faire, etc. Peut-être que grossièrement ça va me dépasser et que quelqu'un prendra la place de ce sujet. Enfin, j'en sais trop rien. L'idée générale, c'est en fait, il faut que ça soit créé, peu importe de la manière que ça soit fait. C'est comment on fait pour que tu aies des porteurs de projets qui sortent avec des formats vidéo qu'ils peuvent exploiter. Comment tu fais pour qu'un gars de l'industrie rencontre un start-upper qui peut-être peut innover dans son secteur d'activité et qui n'est pas obligé d'aller sur Paris ou sur les grandes métropoles pour pouvoir gérer ça. C'est clair. Et parce que tu as quand même, vu qu'on parle pas mal de réseaux sociaux, une tendance qui est quand même marquante, on appelle ça les VDL, c'est ces vidéos verticales à tendance commerciale, en fait, où tu fais faire ton pitch, où tu as du sous-titrage dynamique, du montage et puis le call to action. Ça, c'est du contenu qu'il faut produire effectivement pour pouvoir adresser peut-être une cible encore plus jeune, tu vois, sur des TikTok, mais qui pourront après coup manifester de l'intérêt et te suivre sur tes réseaux historiques ou rejoindre une newsletter ou que sais-je. En tout cas, voilà, la création de contenu, on en parlait avec LinkedIn et ta marque personnelle. La création de contenu devient une nécessité et proposer une solution via ce podcast pour que les acteurs locaux puissent être d'une part mis en avant avec la diffusion de l'épisode, mais aussi puissent disposer de contenu pour travailler leur propre marque personnelle, c'est clairement un sujet à développer. Ouais. Et du coup, tu as quelques contacts, donc ce sont des boîtes, ce sont des... Ouais, donc il y a des structures privées qui se mettent en place pour essayer de trouver... Alors il y en a qui sont déjà structurées au niveau audiovisuel, etc., et qui seront beaucoup plus à même de gérer ce sujet. Et après, tu as des institutions publiques qui se posent la question de comment ils se positionnent pour ce sujet-là, parce que c'est un intérêt régional, très clairement. Donc, l'idée, c'est d'un peu rencontrer tout le monde pour voir qui se place le mieux sur des sujets comme ça. Et puis après, c'est structuré pour dire, OK, on va sûrement faire quelques pilotes, structurer la chose, les écrire, et puis décider de qui prend quoi dans tout ça. Mais dans tous les cas, l'idée générale, c'est que ça soit créé. Lumière des acteurs locaux. Ouais, et que ça soit créé. Après, on verra qui fait quoi, comment ça structure, comment ça se monétise, etc. Mais encore une fois, c'est comme on disait, c'est faut partir d'une base où l'argent n'est pas un sujet dans un premier temps, même s'il y a des achats, etc. Mais en tout cas, les revenus ne sont pas un sujet. Pour ensuite se dire, OK, maintenant que c'est là, pour que ça reste et que ça dure, il va falloir trouver un modèle économique. Ça, on verra après le sujet. Mais l'idée générale, c'est il faut donner la parole à d'autres personnes. En tout cas,
sous la même qualité d'audiovisuel. Parce que aujourd'hui, tu vois pas beaucoup de gens qui ont fait des trucs un peu à l'arrache. Ça se voit pas parce que les réseaux sociaux prennent pas. L'algo, il te met ça de côté rapidement, tu vois. Si la qualité vidéo n'est pas n'est pas bonne, s'il n'y a pas, tu vois, le texte qui sort, enfin, tu vois, toute cette architecture-là, c'était mis de côté direct. Alors ça, tu es capable de le faire aujourd'hui avec un téléphone. Mais encore une fois, si t'es pas accompagné, structuré, comme là on est en train de le faire, tu vois, s'il n'y a pas ce ping-pong de jeu, les fausses interviews au podcast, ça peut se faire, mais c'est dur, tu vois. Si t'as pas un bon speaker en face qui te renvoie la balle, c'est pas la même chose. Donc c'est tout ça, c'est de se dire. Et puis on a plein de boîtes autour de nous qui font vite le pont à partir à Paris pour la suite de leur aventure. Et ça, tu vois, la grande région aimerait bien que ça se passe un peu moins. Donc il y a tout cet aspect-là que les gens sont à l'écoute. Ouais, ça pourrait devenir à terme même un pôle d'attractivité pour les acteurs en disant voilà, je n'ai pas besoin d'aller sur Paris pour faire ce genre de production, je n'ai pas besoin de. Tu vois, je prends l'exemple, je me permets de le citer, Nicolas Espinasse de Abi, qui est une startup sur Nancy qui est en train de très bien évoluer. Première fois où je le vois sur podcast, c'est à Paris. Tu vois, c'est toutes ces Parce que pas de solution d'enregistrement dans le coin. Bah, pas de solution et puis pas d'invitation. Parce que pas un sujet où il faut passer par là, tu vois. Si tu n'as pas une vraie invitation, enfin, tu n'as pas une vraie structure qui te dit il faut que je passe par là dès que je commence sous des formats spécifiques ou pour me faire connaître, mais même des industriels du coin qu'on ne connaît pas. Je trouve ça fou qu'on est plus inspiré par un mec qu'on ne connaît pas à l'autre bout de la France, alors que tu as un mec ici qui fait sûrement 2-3 fois son CA, tu vois. Exactement, ouais. Qui est sûrement inspirant et tout. Et c'est aussi Et puis moi, je veux savoir plus de lui. Tu vois, via un podcast, je ne veux pas juste savoir son chiffre d'affaires et son numéro de SIRET, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir comment vous avez commencé, est-ce que c'est une boîte familiale, est-ce que vous avez des enfants et tout, comment vous avez structuré vie pro, vie perso. Ça m'intéresse. Savoir à l'autre bout du monde qu'il y a un gars qui est sur un bateau, ouais, c'est très bien. C'est clair. Mais on en revient à cette authenticité. En fait, ouais, c'est décalé d'une vie que tu vas sûrement vivre. Et c'est celle-ci que tu vas vivre. Celle des autres réseaux, tu as moins de chances de les vivre. Ça arrivera peut-être, il faut garder cette ambition. Mais tous les jours, tu dois dire attends, il faut déjà que je fasse ces tâches-là avec les gens-là. Et le jour où tu décroches et que tu deviens quelqu'un, et ben, dans ces cas-là, tu prendras ce bateau. Tu considères à ce moment-là. Voilà. Ouais. Mais entre inspirationnel et puis réalité, des fois, je trouve il y a un décalage. De toute façon, on sait bien que les réseaux, c'est une vitrine. Ah bah. C'est une vitrine un peu alléchante. Voilà, c'est marketing. C'est du marketing. À quoi un podcast, du coup, Niri, avec tes producteurs ? Alors, ça, c'est un vrai sujet. On s'est déjà posé la question de faire rien que des vidéos de présentation. On a déjà fait quelques-unes. C'est intéressant, mais encore une fois, on n'a peut-être pas le ping-pong pour aller en profondeur du sujet. Encore une fois, savoir que Gaël du Grand Pré, il fait ça, etc. C'est intéressant, mais une page Facebook ou un truc comme ça, avec le détail plutôt pareil. Tu vois. J'ai rebondi sur le podcast, mais en fait... Mais tu as raison, un vrai podcast où on est en face à face et on se rend compte qu'en fait, la maison familiale, ça s'est passé comme ça. Tout ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi cette exploitation maraîchère, avant, était une exploitation bovine et tu as décidé de la transformer, etc. Fou, hyper intéressant, tu vois. Et ben ça, on aimerait bien le faire. Là, il faut du temps. Et puis, la cible des agriculteurs, pas sûr qu'elles sont encore super à l'aise avec les podcasts. Mais je veux bien le croire. Comme tu le disais, en fait, on a parfois des producteurs qui disent je suis pas forcément légitime à parler de ces sujets. Est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de connaître mon histoire ? Alors que si, même avec ce côté local, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi, quels ont été les changements. Donc, et puis, ça sera pas intéressant tant que tu ne l'auras pas dit. Après, on dira si c'est intéressant ou pas. Mais bien le dire et puis après bien sûr, c'est ce qu'on disait juste avant sur la réussite. Fais les choses et après on verra si c'était une bonne idée. Ouais. Mais si tu le dis pas, si tu veux pas prendre de photos, tu n'auras pas de mauvais commentaires, ça c'est sûr. Et puis ça fait partie clairement aussi du truc, quoi. Il faut pas se dire je vais forcément réussir, j'aurai que des bons commentaires. Non, ça fait partie. Je trouve que c'est une entre guillemets bienveillance mal placée qui est au même titre que je mets une vidéo YouTube, pourquoi j'ai pas 100 000 likes c'est la même chose. L'inverse, c'est la même chose. C'est, je veux pas parler parce que je suis pas légitime. Viens parler, s'il te plaît. Clairement. Qui es-tu pour pas venir parler aussi, tu vois ? C'est refuser une invitation, c'est la même chose. Donc, c'est juste trouver le bon angle pour qu'ils se disent, bon, ok, c'est vrai que c'est intéressant. De toute façon, il en faudra peut-être qu'une personne qui va dire, tiens, je fais la démarche, et dire, franchement, ça s'est bien passé, c'était pas une horreur, on m'a pas bouffé du temps, j'ai pu rentrer après. Voilà. Tu as enregistré chez les exploits.
Un peu comme Ouais, j'irai dormir chez vous. Ouais. Je viens faire mon podcast chez mon, Bah, chez mon producteur. sur une botte de foin et tout. Un ça peu, peut être un super peu sympa. comme Ça peut le L'amour faire, est dans le pré. hein. Là. Ah, ça serait, bah, tu vois, c'est un format qui, pour moi, n'existe pas. En tout cas, j'ai pas vu. Mhm. Mais qui pourrait être intéressant. Et évidemment, tu dois passer par des stades où tu vas peut-être toucher des agriculteurs plus jeunes. Bah, c'est Oui. très bien. Tu vois, nouvelle génération. Et après, tu vas revenir Plus à sur l'aise les avec tout anciens. ça, ouais. Exact. Ouais. Ok, super. Bah écoute Charles, un grand merci à toi de t'être rendu disponible. Moi j'ai passé un super moment. J'ai vraiment envie de reconsidérer mon introduction, qui était de te qualifier de serial entrepreneur. C'est pas ça. Et je comprends que tu m'aies repris finalement en ayant échangé avec toi pendant une petite heure. Je reconsidère les choses. En tout cas, tu es un entrepreneur que j'ai envie de qualifier bienveillant. Bienveillant par rapport à la démarche que tu as avec les acteurs avec qui tu travailles. Bienveillant dans le sens où tu n'es pas focus croissance exponentielle. Enfin voilà, tu es plus sur des fondamentaux qui pourront après coup finalement générer ce succès-là. Et puis voilà, c'était super inspirant. Puis même ce côté local, tu vois, le fait de mettre en lumière, de dire, bon, bah voilà, il y a aussi ces solutions qui existent, vous n'êtes pas obligé de consulter vos influenceurs à Dubaï, par exemple, pour ne pas les citer. Donc, hyper intéressant, de la prise de conscience et puis de beaux échanges. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bah, merci les gars. Avec plaisir en tout cas. Eh bien, on va se rendre sur notre mot de la fin. À tout seigneur, tout honneur. Charles, ton mot de la fin. Et ben, alors ça sera peut-être plusieurs mots. Mhm, Mais t'as j'aime le droit. beaucoup le fait que tu aies dit entrepreneur bienveillant. Je pense vraiment que ça peut être un prochain statut. Enfin, pas statut LinkedIn. Je vais revoir ma bio. Je vais revoir ma bio tout de suite. Mais tu vois, ça peut être un vrai goal pour les gens de Mhm. dire c'est pas forcément entrepreneur full focus, comme tu disais. Et carnassier, enfin, qui est vraiment Ouais. là pour manger. Et puis... Donc je dirais entrepreneur bienveillant. C'est la première fois que je fournis le mot de la fin à un guest. C'est vrai. Ça me c'est touche, vrai. tiens, du coup. Hugo, ton mot de la fin. Bah, du coup, le local, c'est peut-être un peu simple, mais ça résume beaucoup de choses. Alors, voilà. Comme l'araignée locale. Exact. Magnifique. Et donc, bah, mon mot de la fin, ce sera garni. Garni comme le panier garni, qui est finalement l'équivalent sur Vitel de Niri. Garni comme la vision que j'ai de cet échange qu'on a eu ensemble, où il y a eu plusieurs ingrédients, plusieurs produits, plusieurs saveurs. Et puis voilà, c'est un peu métaphorique, mais ce sera mon mot de la fin. Je vous rappelle qu'on laissera en description, en bio et en newsletter tous les liens relatifs à Charles, à ses activités et à Niri. Je profite de la fin de cet épisode pour vous remercier pour votre écoute. Je vous invite grandement à laisser vos plus belles étoiles sur vos plateformes d'écoute. Soyez bienveillants, sans dépenser d'argent. On vous dit à la semaine prochaine et on vous embrasse. Et ben, salut à vous deux et encore merci pour ce bel échange. Merci, salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.